Bonjour à tous. Alors on y est, ça fait maintenant 4 semaines que je teste cet écran, l'Asus ProArt PA32 UCRK, écran de 32 pouces 4K, qui est compatible HDR, qui a un delta E inférieur à 1, donc un écran qui est particulièrement adapté pour tous les métiers qui ont attrait en fait avec l'imagerie. Donc soit si vous êtes photographe, si vous êtes vidéaste, si vous êtes illustrateur, tous des domaines où vous avez besoin d'un écran particulièrement adapté en termes de justesse colorimétrique. C'est je pense, des plus accessibles en termes de budget, puisque même si c'est à un certain prix, alors sur l'Asus Store on est à 1299 €, c'est un écran qui tourne autour des 1000 €. C'est quand même un des écrans qui a un rapport qualité-prix extrêmement intéressant et un des écrans qui m'intéressait beaucoup en remplacement de mon écran principal qui est un écran Philips, delta E inférieur à 2 ici, en remplacement ou en secondaire, et j'étais très intéressé pour évaluer cet écran, et Asus a eu donc la gentillesse de me le prêter pour 4-5 semaines. Donc j'ai pu me faire un avis sur cet écran et j'ai beaucoup de choses à vous en dire. Du positif, du plus négatif, peut-être des pistes d'amélioration pour Asus. Mais en tout cas, vous allez voir que globalement, c'est un écran qui est très intéressant, qui n'est pas parfait, loin de là. Pour moi, il y a pas mal de petites choses à retravailler sur cet écran. Mais en même temps, c'est un gros budget pour un achat d'écran, mais ça reste un petit budget quand on parle d'écran mini LED, précalibré d'usine en delta E inférieur à 1, avec en plus des capacités de calibration matérielle. Donc on voit ici étalonnage matériel parce que le profil colorimétrique est dans l'écran, associé à l'entrée que vous sélectionnez en fait, et en plus avec une sonde fournie avec qui vous permet de recalibrer l'écran. En soi, un budget de 1000 €, on s'attend à des écrans assez haut de gamme, certes, mais dans ces domaines-là, pour un budget de 1000 €, vous êtes plutôt sur un petit budget pour un écran avec ce type de prestations. Donc il faut garder ça à l'esprit dans le test et les commentaires que je vais vous en faire. Pour moi, en tant que particulier, ça reste un gros budget, une grosse dépense, si j'avais eu à acheter ce type d'écran, mais pour un professionnel, c'est, on va dire, très accessible, très abordable pour un écran de ces capacités-là. Je me suis pris un tas de notes, donc j'ai tout noté ici sur un petit fichier, parce que j'ai beaucoup de choses à vous en dire, en positif, en négatif, et je veux pas oublier des points. Donc j'espère que ça vous sera utile si vous êtes intéressé pour acheter cet écran. Ça risque d'être un peu long et rébarbatif, mais en même temps je voulais quand même vous faire ce retour-là, c'était l'objectif aussi de pouvoir tester cet écran. Je précise tout de suite que cet écran, je vous l'ai déballé et mis en route dans une vidéo dédiée, je vous la mets dans le petit en haut à droite. Si vous êtes intéressé, juste pour voir techniquement à quoi ressemble cet écran, que ce soit en termes d'aspect, puisque l'arrière est aussi très intéressant avec son cache-câble, et le fait qu'il n'est pas si épais que ça, même si c'est un écran mini LED, donc avec un rétroéclairage qui est quand même un peu moins compact que des rétroéclairages beaucoup plus bas de gamme. Mais si vous êtes intéressé, donc ça vous permettra aussi de voir à quoi ressemble cet écran. Donc on commence tout de suite par la qualité d'image. On est sur quelque chose de très classique. Évidemment, je ne peux pas vous le faire transparaître dans cette vidéo, donc ne faites pas confiance à ce que vous voyez avec mon appareil photo. Aussi bon soit-il, vous ne pourrez pas voir de quoi est capable cet écran. Essayez de le voir en vrai si jamais ça vous intéresse, ou essayez-le. C'est un écran, alors même si je dis très classique, c'est du 4K, du 32 pouces, écran TFT IPS, donc on est sur quelque chose d'assez traditionnel, mais il est très particulier cet écran. Déjà, il est compatible HDR, HDR10+, et HLG. Alors, il n'est pas compatible avec tous les modes d'HDR, mais il est au moins compatible avec les modes HDR qui sont, on va dire, importants pour une utilisation sous Windows. Donc c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est un écran à rétroéclairage mini LED. Donc le mini LED, c'est quoi? C'est sur l'intégralité de cette dalle, en fait, au lieu d'avoir par exemple un rétroéclairage latéral, donc sur les bordures avec un diffuseur arrière, vous avez vraiment plein de petites LED ici. 576 zones si je me rappelle bien des capacités, et ces 576 zones peuvent être modifiées en termes d'intensité, donc de l'extinction à l'allumage complet. Et donc le mini LED permet d'avoir un rétroéclairage réactif, adaptatif en fonction du contenu. Donc dans les zones très sombres, par exemple ici, on peut aller jusqu'à éteindre la zone. Alors malheureusement, les zones restent quand même relativement grosses, puisque 576 zones sur un écran 4K 32 pouces, ça reste quand même si c'est relativement petit, ça reste quand même gros par rapport à un pixel. Donc forcément, on n'est pas sur du pilotage individuel de pixels comme on a sur un écran OLED, mais ça reste quand même plus appréciable qu'un rétroéclairage global, puisqu'on peut aller modifier l'intensité lumineuse zone par zone, donc ça reste plutôt pas mal. Enfin, c'est un écran précalibré d'usine, delta E inférieur à 1, alors largement même inférieur à 1 sur tous les profils
de couleurs. Donc vous avez tout ce qui est important en termes de gestion de couleurs, je vous le remontrerai dans le menu vite fait, mais là-dessus, il n'y a absolument aucun souci en particulier. Et enfin, le reste est aussi malheureusement trop traditionnel. On a un écran 5 millisecondes en temps de réaction, donc c'est plutôt correct, mais 60 Hz. Donc on a un écran correct pour de la bureautique, mais malheureusement, si vous êtes particulier, que vous faites du montage vidéo, de la retouche photo, que vous voulez un écran de qualité pour faire ce type d'activité, mais qu'en plus vous voulez utiliser cet écran pour, ne serait-ce que dans Windows, avoir un peu de fluidité, en fait, des fenêtres qui se déplacent bien, ou encore mieux dans les jeux, bah, c'est pas un écran du tout adapté pour les jeux, et ça c'est dommage. Asus en fait des écrans ProArt adaptés pour les jeux, en 100 Hz ou 120 Hz, mais évidemment ça coûte beaucoup plus cher. Ici en 60 Hz, moi je trouve ça malheureux, puisque quand on est particulier en fait, ou amateur éclairé on va dire, dépenser 1200 € dans un écran c'est déjà un très gros budget, et quand en plus cet écran il est vraiment, je trouve, limité pour l'utilisation dans d'autres activités que le pur montage vidéo ou la retouche photo, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est assez classique en même temps dans ce domaine, et si on veut mieux, bah, faut mettre beaucoup plus cher. Les angles de vision sont très bons, je vous les montre ici, alors évidemment vous aurez des reflets. Faites très attention, c'est un écran mat, donc ça c'est un bon choix. Très bons angles de vision, sauf dans une situation, vous verrez, on a un petit souci quand on n'est pas pile au centre, c'est-à-dire quand on se décale et qu'on regarde l'écran de côté. Donc quand on est en fait dans cette situation où on a deux écrans, on a des petits soucis d'uniformité en termes d'intensité, de luminosité. Donc j'essaierai de vous faire un petit exemple et de vous l'incruster, mais pour moi c'est problématique. J'ai une zone ici par exemple qui est un petit peu plus sombre, et puis on le voit quand on se déplace à la caméra. Ici, pas dans cette situation-là, je vous montrerai, c'est dans des situations assez critiques où on a beaucoup de contraste, ou des fonds très blancs, où ça se voit beaucoup plus facilement. Donc en termes d'image, pour résumer, c'est une très très bonne dalle, avec une très bonne technologie derrière de rétroéclairage, des capacités qui sont excellentes pour la retouche photo, mais malheureusement, une implémentation qui n'est pas parfaite. On a des petits soucis, que ce soit en termes de qualité d'image globale, quand on active l'objectif en fait du mini-LED qui est le rétroéclairage zone par zone, on a des petits artefacts qui apparaissent, et également au niveau des angles de vision qui sont pour moi pas corrects, à partir du moment où on n'est pas en mode mono-écran, donc quand on n'est pas pile au centre et qu'on regarde un peu sur le côté, on a des soucis qui je pense viennent, alors moi c'est mon idée, ça vient du fait que la dalle TFT ici est décalée par rapport à la dalle de rétroéclairage mini-LED, ce qui explique aussi l'épaisseur de l'écran par rapport à un écran. Je vais vous montrer l'autre écran ici qui est plus traditionnel, vous voyez une dalle beaucoup plus fine. Et donc comme il y a un écart entre les deux, je pense que ça crée cette ombre qu'on peut apercevoir de temps en temps à des moments en fait de fort contraste, donc particulièrement dans des fonds blancs par exemple. Et donc voilà, une dalle superbe, très agréable à utiliser, en plus bien calibrée, donc sur laquelle on peut faire confiance en fait quand on fait ses retouches vidéo-photo. En plus avec des différents profils, donc ça c'est extrêmement agréable d'avoir différents profils colorimétriques matériels, donc intégrés dans l'écran, dans les entrées, associés en fait aux entrées que vous utilisez, mais par contre, pas parfaite. Blocage en 60 Hz, des choses de ce type-là. C'est un petit peu dommage. Quand on met plus de 1000 € dans ce type de dalle, on a vraiment envie d'avoir quelque chose, un tout petit cran encore au-dessus. Au niveau de l'aspect général de l'écran, pas grand-chose à en dire, c'est du borderless, vous le voyez ici, c'est vraiment très fin en termes d'écart entre le bord de l'image et le bord de l'écran. Alors borderless, mais borderless 3 bords, c'est-à-dire que vous avez le bas, je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison, puisque l'électronique est derrière, mais vous avez le bas, avec le logo Asus, qui lui est assez épais, avec cet effet faux métal, un peu inutile, je trouve. Je pense que Asus veut mettre son logo sur les écrans, moi j'aurais préféré avoir quelque chose ici, comme ici, en borderless 4 bords, avec éventuellement une encoche pour la marque qu'on peut ici enlever dans le cas de Philips, plutôt qu'avoir du borderless 3 bordures, et puis d'avoir ici le gros logo Asus. Pour le reste, en termes de finition, je vous l'ai montré quand on l'a déballé, c'est très joli. Pour moi, le gros reproche, c'est le pied. Le pied est massif, c'est vraiment ma stock qui est lourd. Alors ça s'explique parce que c'est un écran qui pivote, et donc il faut quelque chose de solide, mais c'est quand même assez moche sur un bureau, un pied aussi gros. Et en plus, alors avec des autocollants ici qu'on peut enlever, mais comme c'est un écran de près, je ne me suis pas permis d'enlever les autocollants. Mais ici, avec un panneau publicitaire ProArt qu'on ne peut pas enlever, et ça pour moi, c'est une faute de goût énorme. Je n'achète pas un écran 1000 € pour avoir un panneau publicitaire sur mon bureau. Alors un pied ça change évidemment. Pour le reste, l'ergonomie du pied est top et la finition est correcte. Le passe-câble est pas le meilleur qu'on peut imaginer, vous voyez que c'est trop bas.
ce qui fait qu'on voit les câbles. Alors pour les gens qui ne veulent pas voir de câbles sur leur bureau, vous avez ce type d'écran qui est mieux fichu en fait. Les câbles passent derrière le bras. Alors le bras est plus épais, mais du coup on ne voit pas les câbles. Alors qu'ici on voit les câbles, donc c'est le deuxième petit désagrément en termes de visuel. Par contre, l'écran a derrière un cache pour les câbles, ce qui est excellent en termes de gestion de la poussière, gestion aussi de l'aspect visuel arrière. Et on peut pas mieux, puisque comme ça on ne voit pas les câbles, ils font juste que descendre en bas, et donc c'est extrêmement propre. Donc esthétiquement, un écran qui est joli, quasiment borderless sauf le bas avec le gros logo Asus, un pied qui est pas super, on va dire pas des mieux finis, il est correct, c'est propre, c'est ergonomique, c'est pratique, mais esthétiquement on aurait pu faire un petit peu mieux. Et puis un arrière qui est bien géré, un logo alors toujours trop présent, mais une finition qui est assez intéressante. Côté ergonomie maintenant, alors l'ergonomie sur plusieurs points, vous avez l'ergonomie des menus. Alors l'ergonomie des menus, je vous l'ai montré avec la partie ProArt ici qui permet directement d'accéder dans les différents menus supportés par, enfin modes supportés par ProArt en termes de rendu colorimétrique, Rec 2020, DCI-P3 et compagnie. C'est complet le menu et en plus, moi je trouve avec la petite molette qui est derrière, et le fait de mettre la main sur le côté comme ça, c'est extrêmement pratique. Alors je sais pas si c'est le meilleur menu qui peut exister sur un écran, mais pour moi c'est largement suffisant et c'est très très au point. C'est bien meilleur que beaucoup d'écrans que j'ai pu tester, c'est bien meilleur que cet écran Philips. Je m'en sors en fait très très bien avec ce menu. Si tous les écrans pouvaient avoir ce type de menu, ça serait franchement idéal. Voilà, il y a juste besoin de naviguer au bas, gauche, droite. Vous validez, vous pouvez changer les valeurs, ça se fait vraiment très bien. Et en plus, vous avez des petits boutons supplémentaires comme ça directement pour aller changer les entrées ou changer les réglages. Donc ça se fait très très bien, j'ai vraiment eu aucune ratée et moi je trouve ça très très bien fait. Donc en termes d'ergonomie logicielle, il n'y a absolument aucun souci. En termes d'ergonomie matérielle, pareil, un pied fourni avec l'écran. Le pied, je vous l'ai dit, esthétiquement il est peut-être pas parfait, mais ergonomiquement il est super puisque l'écran est très stable sur ce pied, le pied est lourd, le bras qui tient le pied est massif, et le pied permet aussi de basculer l'écran à la verticale. Alors, vous aurez normalement pas besoin de gérer l'écran à la verticale, mais si jamais vous avez besoin de le mettre à la verticale, le pied le supportera sans problème, il faudra juste un petit peu incliner l'écran, et ça se gérera bien. Côté maintenant facilité d'utilisation, vous avez de l'USB-C 90 watts ici directement dans ce câble USB-C, c'est du Thunderbolt, donc vous pouvez y brancher un ordinateur portable. Il y a un dock USB-C intégré dedans avec deux prises pour y brancher des équipements. Par contre, pour moi, il y a un gros souci. Où sont les prises USB accessibles à l'utilisateur dans ce mode-là? Comme vous avez un panneau à l'arrière pour cacher, forcément ça va être des équipements qui vont être à demeure. Aucune prise, par exemple sur le côté ici. J'aurais aimé avoir des prises, alors soit sur le côté, soit en dessous, pour pouvoir venir y brancher des équipements temporaires. Donc par exemple, je sais pas moi, une clé USB ou un adaptateur de carte SD pour y décharger le contenu de mon appareil photo. Malheureusement, vous n'avez pas ce genre de prestation et c'est hyper dommage d'avoir un switch USB intégré dedans avec en plus de l'USB-C et du Thunderbolt, donc directement pour pouvoir y mettre sur vos ordinateurs portables, vos smartphones ou vos ordinateurs fixes. Et bien ne pas avoir de connecteur USB directement accessible, c'est vraiment hyper dommage. Pour le reste, c'est vraiment bien fichu à part une chose, la vitesse de démarrage de cet écran. Donc je vais vous l'éteindre et puis on va le démarrer ensemble. Donc vous voyez ici, le logo est... le voyant est éteint, j'allume l'écran et l'écran est hyper lent à démarrer. Alors ça se ressent pas quand on a l'habitude, mais vous voyez que le temps d'affichage du logo et le temps ensuite pour que l'image s'affiche, c'est en fait hyper long. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un écran qui mettait aussi longtemps à démarrer. Donc ça met une bonne dizaine de secondes. Allez, on va faire la course. Alors c'est pas une vraie course, vous allez voir, je vais démarrer d'abord cet écran, puis je vais démarrer cet écran, et puis on va voir lequel des deux démarre le plus vite. Logo Philips déjà, le logo Asus ici s'allume à peine, l'écran ici va être allumé. J'attends. Et voilà. C'est vraiment lent en fait, on s'en rend compte au quotidien, mais c'est vrai que, voilà, je sais pas ce qui explique la lenteur d'allumage de l'écran, moi j'aurais aimé que ce soit quand même un petit peu mieux géré, un petit peu plus rapide. Enfin, le dernier point que je veux aborder, c'est la sonde. La sonde, on le voit sur la petite fiche de la marque. La sonde est vendue avec l'écran. Je pense que dans d'autres situations, Asus a d'autres manières de calibrer. J'ai vu qu'ils ont des bras robotiques comme ça, qui viennent se placer sur l'écran, et l'écran se calibre automatiquement, et le bras remonte ensuite, se cache en fait dans l'écran. Sur ce modèle-là, qui est plus bas de gamme, vous avez une sonde de chez X-Rite, la i1, qui est fournie avec l'écran. Et ça me pose en fait plusieurs soucis.
c'est que, par exemple, si vous équipez un bureau complet, je ne sais pas si vous êtes dans un environnement professionnel où vous avez beaucoup d'écrans comme ça à acheter, bah vous allez avoir, si vous achetez 15 écrans, vous allez avoir 15 sondes. C'est pas franchement utile. Et puis, forcément, on se dit que même si ce produit-là, alors je pense que ce produit-là n'est plus commercialisé par la marque X-Rite, il y a d'autres modèles qui l'ont remplacé, donc c'est peut-être de la fin de série qu'a acheté Asus, voilà, pour que ça coûte pas trop cher pour fournir avec l'écran, et ça reste une très bonne sonde en fait, colorimétrique pour calibrer un écran. Mais moi j'aurais vu ça comme un accessoire. Cet écran arrive en fait précalibré d'usine. Vous pouvez, je pense, l'utiliser pendant 1 an ou 2 en étant relativement confiant sur le vieillissement de l'écran et pas forcément avoir besoin de le recalibrer si vous n'avez pas des besoins trop pointus. Surtout si vous êtes amateur et que vous n'avez pas besoin, sur toutes les entrées, d'aller calibrer votre écran. Donc vous auriez pu acheter ça en accessoire. Donc ça augmente le budget général de l'écran. Et donc je vois pas ça comme un avantage extrêmement positif. En gros, hein, pour faire simple, j'aurais préféré avoir l'écran à 900 € par exemple, et puis avoir une option à 150 € de sonde. Quitte à ce que ce soit une seule sonde d'une seule marque donnée, mais que Asus vous dise, voilà, si vous achetez la sonde tel modèle de telle marque, vous pourrez l'utiliser pour calibrer cet écran, et vous l'achetez si vous voulez en fait, comme ça vous n'êtes pas obligé de l'acheter tout de suite, et vous n'êtes pas non plus obligé, si vous achetez plusieurs écrans de la marque, d'avoir plusieurs sondes qui ne vous serviront à rien. Je trouve ça un petit peu dommage dans la gestion en fait, du rapport qualité-prix, puisque forcément, je pense que le fait de livrer la sonde plombe le rapport qualité-prix de l'écran. Voilà, sinon on a couvert à peu près tout ce que vous devez savoir sur cet écran. Il est garanti 2 ans. Je vais très rapidement vous montrer quelques commentaires. J'ai vu des gens qui se plaignaient de la fiabilité de l'écran, qui tombait en panne. Mais bon, il sera remplacé par Asus si c'est le cas. Et moi, je peux pas vous dire, je l'ai utilisé 1 mois, j'ai pas eu de problème. Mais peut-être, effectivement, vous pourrez avoir des soucis. Voilà, sinon vous avez les caractéristiques ici. Il faut bien retenir donc le 1000 nits, qui est vraiment plutôt pas mal. Ça veut dire que l'écran est très lumineux. Pour un écran en tout cas rétroéclairage LED, c'est largement suffisant pour les usages dont vous aurez besoin. HDR10 et HLG en fait, donc vraiment sympa, et précalibré d'usine avec calibration matérielle. Je le répète encore une fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la distinction entre un profil classique colorimétrique, donc les profils ICC, et la calibration matérielle. Ici vous allez avoir le profil colorimétrique qui va être dans l'écran, et chaque source de votre écran, avec chaque profil, peut avoir une calibration dédiée. Et tout ça est géré par l'écran. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant ce type de fonctionnement. Par contre, ça nécessite d'avoir le logiciel de la marque, ça nécessite d'avoir la sonde qui fonctionne bien avec. C'est moins souple, évidemment, qu'une sonde que vous achetez dans le commerce pour calibrer un écran lambda. Dernier point noir pour cet écran-ci, en tout cas pour mon usage personnel, j'ai pu utiliser la calibration matérielle, le logiciel Asus, avec cet écran avec mon ordinateur portable sous Windows 11, pas de souci, mais j'en ai rien à faire en fait de l'utiliser avec mon ordinateur portable, puisque c'est juste un ordinateur pour lire du contenu, des choses de ce type-là. Par contre, avec mon PC sous Windows 10, ma machine fixe qui est ici, impossible de faire fonctionner l'outil de calibration pour faire calibrer l'écran. Donc c'est quand même un petit peu dommage, on va dire. J'ai pas pu trouver d'où ça venait, si le problème était purement logiciel, si le problème était matériel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour calibrer cet écran, vous avez 2 possibilités. Soit vous branchez l'USB-C Thunderbolt à une sortie vidéo compatible Thunderbolt, et donc ça va être du DisplayPort qui passe dans le câble USB-C. Soit vous êtes dans un mode, on va dire, un petit peu dégradé, vous sortez en HDMI ou en DisplayPort et vous branchez ça sur votre PC, et donc vous aurez un câble USB à brancher sur la machine pour faire la partie dialogue avec l'écran, pour à nouveau aller piloter les réglages de l'écran, choisir le profil, faire varier les différentes réglages couleurs et compagnie. Et le problème, c'est ça. C'est que moi, dans cette situation-là, mon PC ne reconnaît pas cet écran-là. J'ai essayé tous les câbles possibles et imaginables sur les 2 ports USB de l'écran. J'ai essayé tous mes ports USB sur ma machine. J'ai essayé différentes versions en fait, du logiciel Asus. Rien n'a fait. Je n'ai pas pu faire calibrer automatiquement l'écran par le logiciel Asus. Voilà. Donc pour moi, c'est un énorme échec. Et ça aurait été mon écran, mon achat. Évidemment, j'aurais fait appel à l'assistance Asus, voire peut-être à un remplacement d'écran s'il est défectueux, j'en sais rien. Je ne pense pas qu'il soit défectueux, je pense que c'est purement logiciel, mais en tout cas, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas, et c'est forcément un peu frustrant pour un écran de ce prix-là. Voilà, c'est mon cas particulier. Je sais que ça fonctionne avec mon ordinateur portable, donc je sais que techniquement, cette calibration matérielle et le logiciel Asus fonctionnent, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu capricieux. En fonction de la machine que vous aurez, du système d'exploitation, des choses de ce type-là. Peut-être que ça ne marchera pas non plus chez vous.
Je vais vous montrer quand même la partie calibrage de cet écran, que vous ayez quand même un aperçu de comment ça fonctionne. J'ai fait une vidéo dédiée sur la calibration, avec cette sonde d'ailleurs, pour vous montrer comment on fait pour calibrer de manière logicielle un écran. Ici on va faire une calibration matérielle, comme ça vous verrez un petit peu la différence avec ce ProArt. Donc pour la partie logicielle, je vous renvoie vers l'autre vidéo. Et pour calibrer cet écran, je vais utiliser mon ordinateur portable, le logiciel qui s'appelle ProArt Calibrator. J'ai utilisé plusieurs versions du logiciel et ça ne fonctionne pas sur mon PC fixe. Alors que ça fonctionne sur mon PC portable parce que je passe par du Thunderbolt, donc cette prise USB-C unique. D'ailleurs, c'est une caractéristique extrêmement intéressante de l'écran, qui n'était pas obligée d'être fournie par Asus, mais qui l'est, qui permet, et je vous le branche ici pour que vous puissiez voir, vous allez voir que automatiquement ici, la petite lumière s'allume, et mon PC va se mettre à charger. Vous voyez qu'ici c'est allumé, et ici j'ai bien une recharge du PC. Et donc, c'est extrêmement intéressant, puisque ici, du coup, vous avez par un connecteur unique la recharge 90 watts, ou 80 watts, je ne sais pas exactement si la recharge est limitée, en tout cas largement suffisante pour des machines de cette puissance-là. Vous avez aussi, évidemment, la partie signal vidéo, c'est du DisplayPort, en fait, technologiquement, qui est envoyé dans le câble USB-C, puisque c'est du Thunderbolt. Et vous avez également aussi de l'échange de données, puisque vous avez un switch USB, et donc vous pouvez aussi brancher des équipements directement sur l'écran. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de connecteur sur le côté, c'est un petit peu dommage. Et donc une fois que vous avez connecté votre écran, alors soit vous le connectez comme ça en USB-C, soit vous le connectez en DisplayPort et HDMI ou HDMI sur une machine, et vous devez avoir un deuxième câble USB que vous branchez pour que ici le logiciel Asus puisse aller prendre le contrôle de la machine, enfin de l'écran, discuter avec l'écran pour le basculer dans les bons réglages automatiquement. Puisque ici c'est une calibration complètement automatisée, et donc du coup c'est important que la machine pilote l'écran, puisque la machine doit envoyer le profil dans l'écran et doit régler en fait l'écran de manière automatisée. Donc c'est un petit peu plus compliqué que juste une sonde et un profil colorimétrique, mais c'est beaucoup plus puissant aussi, et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et donc du coup, c'est assez facile, vous avez ici le logiciel de chez ProArt. J'ai essayé de vous mettre à la fois l'ordinateur portable et l'écran pour que vous ayez une bonne vision des deux. Donc en fait, on va pas faire le plus compliqué dans toutes les étapes, mais vous allez voir qu'on va faire quand même un calibrage pour que vous puissiez voir. Donc on va prendre du standard, même si c'est pas forcément le plus intéressant à utiliser quand on fait du montage photo, enfin d'édition photo. C'est ce que je vais choisir. Vous pouvez mettre en ProArt Preset en mode utilisateur 2. Donc vous avez différents profils en fait pour calibrer votre écran. Alors vous avez aussi ici le menu appareil. Le menu appareil vous fait une interaction en fait avec l'écran. Et ici normalement vous allez voir que l'écran est reconnu. Donc vous allez avoir état de la connexion Thunderbolt USB. Normalement vous allez voir c'est marqué connecté. Voilà, on le voit ici, connecté, c'est ça que j'ai jamais pu avoir sur mon PC fixe. Quel que soit le câble USB que j'ai choisi, quel que soit le connecteur USB de l'écran ou de la machine, j'ai pas pu avoir état de la connexion donc connecté, et donc on ne peut pas lancer de calibration quand on est dans cette situation-là. Donc évidemment, vous avez des menus historiques entretien, je ne fais pas de capture d'écran là-dessus, vous pourrez retrouver de toute façon les vidéos officielles d'Asus dans le domaine, et vous voyez que j'ai fait différentes calibrations, donc on le voit ici. Vous pouvez donc choisir ici, standard par exemple ProArt, vous faites un démarrage de calibrage, donc calibré par l'USB, vous faites suivant. Et ensuite, c'est là où ça va se faire en fait en mode tout automatique. Vous avez juste à suivre les recommandations. Alors normalement, il faut avoir un écran chaud, c'est-à-dire un écran qui est allumé depuis plus de 30 minutes, de manière à ce que le rétroéclairage, les LED en fait de rétroéclairage soient arrivés à température et qu'il n'y ait plus de variance en termes d'uniformité, de luminosité, des choses comme ça, pour avoir vraiment le meilleur résultat possible. De la même manière, j'ai un plafonnier qui est allumé juste pour qu'il y ait un petit peu de lumière pour l'enregistrement. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Mettez-vous dans une situation où vous n'avez pas de reflet sur la dalle et des choses de ce type-là. Donc ensuite on choisit type de calibreur, donc c'est là où vous voyez, je trouve que c'est assez limité. Alors vous avez le Spider 5, Spider X et le Klein K10, mais c'est les seuls qui sont supportés, sachant que le X-Rite i1 Display Pro c'est celui qui est fourni, donc voilà, vous avez au moins des alternatives si jamais vous voulez utiliser autre chose. Ensuite, vous voyez qu'on bascule sur l'écran. Ici, on me demande de placer la sonde dans la zone adaptée. Alors, on n'oublie pas que la sonde ici est protégée par son diffuseur, donc on ouvre le diffuseur. Vous avez ici la sonde en elle-même. Alors, moi, je la mets comme ça. Normalement, techniquement, il faudrait que je la tienne. Ou alors, vous avez le petit pas de vis ici, qui vous permettra exactement de la mettre comme vous voulez avec un pied. Normalement, on incline aussi un petit peu l'écran pour que ce soit
un petit peu plus facile pour la sonde de tenir, et on ajuste ça. Dans mon cas de figure, comme ça sera très bien, et ensuite je vais lancer le calibrage en cliquant sur démarrer ici. Donc ça se fait tout seul, donc normalement l'écran est censé être à température, donc ici ça se lance directement, sinon si c'était pas à température, de toute façon l'écran va vous demander, enfin le logiciel en tout cas va vous demander d'attendre quelques minutes. Ici on me dit que le calibrage des couleurs est prêt, donc on me dit qu'il faudra quand même 30 minutes d'attente. On me demande de faire un préchauffage maintenant que les mesures de luminosité sont faites. Moi je vais faire ignorer, mais n'hésitez pas à faire patienter et attendre les 30 minutes de préchauffage, enfin le temps nécessaire en tout cas, pour que ce soit bon. Et ensuite, ici, vous allez sur le panneau qui est là, et puis vous faites démarrer, vous allez voir que tout se fait tout seul. C'est une calibration exactement comme les calibrations logicielles en fait, mais en plus, ici tout se fait automatiquement piloté par le logiciel qui est là, en négociation avec l'écran. Donc ce qui veut dire que, si vous ne vous rendez pas compte de la différence, ici vous allez avoir le logiciel qui va piloter le contraste, la luminosité et entre autres les couleurs rouge, vert et bleu de l'écran, pour faire en sorte que tout se fasse automatiquement. Donc j'ai rien à toucher. Là, il fait passer les différentes couleurs par défaut, et automatiquement, il va faire le nécessaire pour que les réglages soient les plus pertinents possibles, sans que j'ai besoin d'intervenir. Et une fois que ce sera fini, vous verrez que le profil va être créé et va être directement chargé dans l'entrée correspondante avec le profil que vous avez choisi, donc soit le profil ProArt, soit le profil utilisateur 1 ou le profil utilisateur 2 si vous êtes plusieurs utilisateurs sur l'écran. Donc ça se fait vraiment de manière très très simple et de manière très très automatisée. J'apprécie beaucoup ce type de fonctionnement. C'est vraiment c'est très différent et beaucoup plus professionnel comme manière de faire qu'une calibration à la main, comme vous avez pu me voir le faire dans une autre vidéo, où je vous ai montré avec la sonde comment on fait une calibration manuelle. Ici, vous avez une calibration matérielle, automatisée, et donc du coup directement poussée dans l'écran. C'est le type de choses qu'il faut faire en entretien, on va dire une fois tous les mois si vous êtes professionnel, tous les 6 mois, tous les 1 an si vous êtes particulier, juste pour vérifier que vous n'avez pas de variance en fait entre le calibrage d'usine et du coup l'état courant de votre écran. Un écran, hein, c'est pas qu'il est mauvais, même calibré d'usine en delta U inférieur à 1, il va vieillir avec le temps. Votre rétroéclairage, il s'use. Toute l'électronique en fait s'use petit à petit. Et donc forcément, il faut le ramener à niveau régulièrement pour être sûr que votre écran est toujours aussi efficace en termes de rendu des couleurs. Voilà, donc là j'ai essayé de meubler un petit peu en vous expliquant ce qui se passe. Je le laisse finir, donc je vais mettre en accéléré. Et quand ce sera fini, je vous montrerai ce qui s'est passé. Voilà, donc là on a un premier résultat, je vous mettrai de toute façon en incrustation ce qu'on voit ici. Vous avez la cible en termes de rendu gamut, donc du spectre de couleurs avec le petit triangle dedans qui indique quelles sont les capacités de l'écran dans ce profil colorimétrique. Ici on a un delta E qui est inférieur à 0,78 d'après les mesures de la sonde et les différents tests qui ont été faits. Donc il y en a eu déjà là pour 10 minutes de tests. Et donc on est plutôt pas mal, ça s'est calibré, donc on a demandé un gamma 2.2, il s'est mis en gamma 2.18, on a demandé un point blanc à 6500, il s'est mis à 6470, donc il est vraiment bien. Alors évidemment il faut faire confiance à la sonde, il faut faire confiance au logiciel et tout ça, mais normalement on est plutôt bon dans ce rapport. Donc on peut exporter le rapport si on le souhaite, donc vous pouvez l'enregistrer par exemple dans l'emplacement spécifique d'Asus pour le rapport. Et ensuite, si vous voulez garder ce rapport avec les informations qui vous ont été communiquées ici, vous faites appliquer. Et du coup, c'est là où il y a la dernière étape qui intervient. Cette calibration qui vient d'avoir eu lieu va être enregistrée. Alors ici, dans le profil ProArt, en standard pour l'écran, mais en fonction de ce que vous aurez choisi comme entrée, comme profil et comme spectre colorimétrique, enfin comme rendu de couleurs, ça s'enregistrera dans l'emplacement matériel de l'écran adapté. Donc l'écran a du stockage interne probablement pour pouvoir venir y stocker tous ces profils colorimétriques. Voilà, donc on voit ici que très probablement le profil a été écrit puisque l'écran reboot. Alors c'est un petit peu bizarre, mais bon, j'imagine que c'est normal. Donc l'écran redémarre et normalement l'application ensuite confirme que le profil colorimétrique a été correctement enregistré.
Voilà, là c'est fini. Et donc maintenant, ensuite, c'est à vous de voir à quelle fréquence vous voulez déclencher le calibrage ou la calibration de couleurs. Donc vous pouvez évidemment passer tous les profils, tous les pré-réglages, profils colorimétriques en revue, mais normalement vous les utilisez pas tous au quotidien. Donc focalisez-vous sur ce que vous voulez. Je vous rappelle, standard, sRGB, Adobe RGB, Rec 2020, DCI-P3, DICOM. Donc vous choisissez le ou les qui vous intéressent, vous faites votre calibrage standard, et ensuite vous pouvez aussi demander évidemment à l'application de vous rappeler régulièrement de faire un calibrage d'entretien, donc de vérifier que vous n'avez pas de dérive colorimétrique, et si c'est le cas, de relancer un calibrage complet. Donc c'est clé en main, c'est très bien pensé, ça fonctionne bien, vous avez vu que c'est compatible avec 4 sondes du marché, dont celle fournie évidemment par Asus, donc c'est plutôt sympa. Petite astuce, si comme moi vous êtes amené régulièrement à faire quelques calibrages, moi c'est parce que j'avais besoin de faire des tests, vous c'est peut-être parce que régulièrement vous allez avoir envie de calibrer, j'ai juste entouré ici le câble USB autour du pied de manière à ce que la longueur de câble restante soit pile la longueur qu'il faut pour venir s'appliquer sur l'écran. Et ensuite vous pouvez poser la sonde comme ça sur le haut du pied de l'écran. Si vous bougez pas votre écran, elle ne bougera pas non plus. Alors c'est malheureux, mais vous pouvez pas la poser, vous voyez comme ça, elle perd son équilibre, donc elle va tomber. Mais si vous la posez comme ça, elle tient bien. Et donc, au final, je trouve ça pratique, puisque vous pouvez la brancher directement sur l'USB de l'écran. Comme ça, elle est toujours prête à servir dès que vous branchez votre écran en USB à quelque chose, que ce soit du Thunderbolt ou l'USB classique. Et vous l'avez toujours à la bonne longueur, prête à servir pour pouvoir s'appliquer au bon écran, au bon emplacement en fait sur l'écran. Voilà, donc petite astuce si vous voulez gagner du temps. C'est dommage que ça n'ait été pas conçu par Asus, je sais pas, un petit crochet, quelque chose qui permettrait de fixer le câble directement, ça aurait été vraiment sympa, puisque c'est quelque chose qu'on a à faire quand même régulièrement, que la sonde en elle-même ait une petite patte ou quelque chose sur le fil, ou que le pied en fait ait cette capacité-là, ça aurait été sympa. Un petit aperçu vite fait de ce logiciel Color Calibration de Asus pour ProArt. Donc vous avez en haut à gauche ici le menu de sélection des écrans. Donc évidemment ce sont que les écrans ProArt. Donc si vous avez d'autres écrans, vous ne pourrez pas calibrer ces écrans. C'est de la calibration spécifique Asus et surtout avec interaction matérielle avec l'écran. Vous avez la possibilité de vous créer un compte ProArt si nécessaire. Vous avez ici le petit panneau d'informations qui vous donne quelques informations sur comment placer la sonde, la version du logiciel. Donc moi actuellement j'utilise la 4.01, j'en ai essayé plusieurs en fait pour voir si par hasard ça corrigeait les problèmes que j'avais avec mon PC fixe, mais non. Donc c'est la seule que j'ai pu utiliser qui fonctionne sans problème. Donc quand on revient sur le menu principal, vous avez alors déjà ici la possibilité de vérifier le bon fonctionnement de la connexion avec votre écran. Donc ici on voit qu'on a, donc c'est Thunderbolt ou USB, peu importe, c'est juste pour pouvoir interagir avec l'écran. Donc le logiciel Color Calibration puisse modifier les réglages de l'écran. Donc que ce soit directement en Thunderbolt, si en plus vous envoyez l'image, mais en pur USB, si c'est juste une calibration via du DisplayPort du HDMI, le logiciel de Color Calibration a besoin d'interagir avec l'écran pour lui faire changer des réglages. Donc comme cet écran repart prochainement, je l'ai remis à 0, sauf pour le besoin de ce passage de la vidéo où je vous montre comment fonctionne le logiciel, j'ai recalibré en standard. Donc moi j'en ai utilisé que deux des modes, j'ai utilisé le mode utilisateur et le mode sRGB. C'est les deux que j'avais calibrés chez moi. En mode utilisateur, je m'étais mis en mode, si je me trompe pas, HDR. D'ailleurs des modes HDR, vous les voyez ici, il y a en plus vous voyez des différents profils colorimétriques. Vous avez du HDR HLG DCI-P3, du HDR PQ Rec 2020, comme vous avez du Rec 2020 tout court. Donc vous avez des profils en classique Rec 2020 et des profils en HDR pour le Rec 2020. Donc c'est assez complet et c'est assez pointu en fonction de ce que vous aurez à faire, et c'est vraiment bien si vous faites du montage photo éventuellement, mais surtout de la retouche photo, mais surtout du montage vidéo. Si vous faites du montage vidéo HDR, c'est quand même sympa d'avoir, surtout si vous travaillez avec du RAW, d'être sûr d'avoir de la calibration HDR. Donc vous avez ça, la corrélation de calibreur intégré, ça, il n'y a pas de calibreur intégré dans l'écran, en tout cas sur cette gamme-là, donc il n'y a pas. Et vous avez ici la possibilité de lancer la calibration. Donc vous avez les différents modes ici. Donc je vous les remontre, que vous les ayez une fois pour toutes, standard et sRGB. Vous avez en dessous les différentes possibilités. Donc vous voyez qu'on peut régler en température de couleur 6500K, 5000, 5500, 9300. Et pareil en gamma, vous pouvez faire un 8, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6. Donc ça vous réglez dans les menus de l'écran. Et ensuite ça va se calibrer sur ce que vous avez demandé.
Donc sRGB en 6500K, Adobe RGB, Rec 2020, DCI-P3, DICOM, Rec 709, HDR. Donc après ça, on passe dans les profils HDR. Donc HDR PQ DCI, HDR PQ Rec 2020, HDR HLG BT 2100 et HDR HLG DCI. Donc c'est le DCI-P3. Donc en gros, vous avez ici à chaque fois les informations de quel type de HDR. Donc vous avez soit de la méta-information en PQ, soit en HLG. Voilà, donc vous choisissez, c'est pas très compliqué, vous choisissez le profil qui vous intéresse. L'écran va basculer automatiquement de toute façon sur ce profil en question. Vous pouvez lancer calibrage d'entretien qui permet de planifier tout ça. Et vous avez démarré le calibrage qui, lui, lance ce que je vous montre, c'est-à-dire comment calibrer l'écran. Et en plus du réglage ProArt Preset, vous avez deux modes utilisateurs ici, qui sont custom. Donc vous choisissez exactement ce que vous voulez, la température des couleurs, le point blanc, la luminosité, et vous démarrez et vous aurez exactement le réglage que vous avez demandé. Donc je vous montre les menus, parce que comme ça vous évitera d'avoir à installer l'application. Donc ici, ce sont les gammes de couleurs. Et ici, vous avez les méta-informations pour tout ce qui est HDR en particulier. Donc gamma, DICOM, PQ, HLG. Donc vous choisissez et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer. Ça se fait automatiquement. Et vous avez deux modes utilisateur, ce qui vous permet pour une entrée donnée d'avoir un mode calibré ProArt, un mode calibré utilisateur 1 et un mode calibré utilisateur 2. Donc c'est quand même très très souple. Ça permet quand même d'avoir des conditions d'utilisation vraiment différentes. Ça peut avoir du sens, ne serait-ce que si par exemple vous travaillez dans un environnement sombre et dans un environnement très éclairé. Donc dans ce cas-là, vous changerez peut-être la luminosité et en fonction de ça, vous aurez deux calibrations différentes. Et donc ça peut être intéressant d'utiliser deux modes utilisateurs différents. Un pour le soir où vous êtes en faible lumière d'ambiance et l'autre où vous êtes en plus forte lumière d'ambiance et où du coup vous jouez sur la luminosité de l'écran pour compenser l'éclairage ambiant. Voilà, donc un logiciel, je trouve, qui est bien fait. J'ai pas eu de soucis, moi, à l'utiliser. Il est stable, il est fiable, il marche bien. Sauf, je vous l'ai dit, il ne fonctionne pas avec ma machine sous Windows 10 et je sais pas d'où ça vient. Il ne détecte pas l'écran quand il est connecté en USB, je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis dans un environnement particulièrement sombre pour que la dalle soit la seule chose que vous voyez à l'écran, pour vous montrer, alors là où je vais mettre mon curseur de souris, mais je vais vous le montrer avec le doigt. Ici, j'ai une zone qui est particulièrement plus sombre que le reste de l'image. Alors normalement, vous allez voir un halo global, c'est-à-dire que vous allez voir un espèce de rond comme ça qui se déplace avec ma caméra. Se déplace entre guillemets, hein, évidemment. Et puis vous allez voir de manière statique ici une zone qui est un peu plus sombre. Pas beaucoup, mais un petit peu plus sombre. Et j'ai l'impression que cet écran souffre d'un problème d'uniformité de luminosité. Alors, si c'était mon écran personnel, si je l'avais acheté, je pense que j'aurais pris quelques photos, j'aurais partagé à Asus pour avoir leur avis là-dessus. Pour moi, je pense qu'il y a un défaut sur le haut de cet écran. Je ne sais pas si c'est l'écran lui-même qui est défectueux, ou si tous les écrans de cette gamme sont construits comme ça et ont cette zone ici un petit peu plus sombre. Et puis j'essaye de vous montrer aussi les angles de vision qui vous montrent. Alors ici je suis en sRGB, mais qui vous montre dès qu'on n'est pas pile dans l'axe, donc dès que c'est pas votre écran unique, mais que vous vous décalez et que vous le regardez un tout petit peu de côté, le petit problème d'uniformité d'éclairage, on va dire, qui pour moi est causé par l'écart entre la dalle LCD et probablement le rétroéclairage. C'est ce que je dirais, mais bon, c'est pas sûr. Ce défaut que je vous montre là-haut, il est disponible, enfin il est visible dans différents modes. Ici, je me suis mis en mode sRGB qui est un petit peu sombre, mais si je me mets en Adobe RGB qui booste bien en termes de luminosité, alors il faut que je valide pour pas que l'écran quitte ce mode, vous verrez qu'on le voit quand même. Hein. C'est visible et c'est persistant. C'est pas le fait que l'écran soit froid ou chaud, c'est peu importe, hein, au démarrage ou en utilisation, ça le fait, et vous voyez que c'est quand même assez flagrant. Normalement, on est censé avoir un écran qui est parfait en termes d'homogénéité, et c'est pas tout à fait le cas, sur ce modèle-là en tout cas. Peut-être que vous n'observerez pas ce type de choses, mais en tout cas voilà, sur des écrans de ce calibre-là, en termes de prix et de qualité, c'est vrai que normalement ça c'est quelque chose qui aurait dû sortir dans le test d'écran, quand ils l'ont vérifié, et donc le fait que ça ne sorte pas, ça m'inquiète. Je sais pas pourquoi ils s'en sont pas aperçus. S'ils s'en sont pas aperçus, ça veut dire que c'est normal. Et moi, voilà, sur un fond comme ça, assez uniforme et blanc, ça me choque un petit peu. Deuxième point, je voulais vous parler du HDR, puisque cet écran est HDR, et pas que HDR, il est en plus certifié. Donc il est VESA Certified Display HDR 1000. Donc je vous ai mis le tableau ici, de toute façon je vous le mettrai en incrustation pour que vous puissiez le voir. Cet écran est Display HDR donc 1000, sachant qu'il y a des écrans qui sont certifiés dès le niveau 400, mais le niveau 400 c'est de la pacotille, hein, c'est à peine pour visualiser
du contenu HDR, c'est juste pour avoir une certification, mais c'est vraiment assez minable, on va dire, en termes de qualité de HDR. HDR 1000 et 1400, c'est plutôt des écrans un peu qualitatifs qui sont capables de faire du HDR, mais qui ont ce type de rétroéclairage qui est haut de gamme sur un écran LCD, mais qui n'est pas un écran très capable en termes de rétroéclairage. C'est-à-dire que du mini LED, c'est très bien, mais c'est insuffisant si vous voulez vraiment faire du HDR de qualité. C'est pour ça qu'il y a des normes HDR True Black, 400, 500, 600, qui sont plutôt réservées à deux gammes d'écrans, soit les écrans OLED, les écrans qui sont capables de faire du vrai noir, puisque chaque pixel est adressé, soit des écrans avec rétroéclairage nano LED, tout le type en fait de techno nano LED est capable de faire du True Black également. Par contre ici on est sur du mini LED, donc on a du 1000 pour cette gamme là, puis pour la gamme au-dessus de chez Asus, du 1400. Ce qui est déjà très bien, hein, si vous voulez soit visualiser du contenu, soit produire du contenu HDR, c'est suffisant en fait d'avoir du display HDR 1000 ou du display HDR 1400 si vous avez un modèle plus haut de gamme. Alors je voulais vous montrer quand même qu'il est compatible Windows HD Color, donc il est compatible HDR. Alors ici c'est sous Windows 10, c'est exactement la même chose sous Windows 11, il n'y a pas de différence. Donc si vous allez dans les paramètres HD Color, vous aurez à nouveau la petite case à cocher exactement comme dans l'autre menu. Mais ici sur l'écran Asus, je peux activer le HDR. Vous allez voir que l'écran bascule automatiquement dans un profil HDR. Donc les bascules de profil et de source sont un petit peu longues hein, sur cet écran. Mais vous voyez ici HDR activé. Et si je vais dans le menu, ici en ProArt, vous allez voir qu'on n'a que les modes HDR ProArt accessibles. Alors ici en fait ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs je peux vous montrer le sous-menu pour vous montrer que vous avez différents possibilités de presets ProArt. Donc ici par exemple sur le Rec 2020 en HDR vous avez Optimize, Clip et Basic. Donc vous pouvez aussi jouer avec ça pour choisir votre mode de rendu HDR. Donc à chaque fois l'écran bascule quand vous changez de mode. Et donc dans le menu ProArt, que je vous remets tout de suite, vous voyez ici qu'il y a des modes HDR qui sont désactivés. C'est tout simplement, ça dépend de la méta-information HDR qui est partagée. Donc ici c'est du HDR 10 sous Windows 10 a priori. Windows 11 également, on passe pas sur du HDR 11, hein. Et donc on est en HDR PQ. Donc soit vous choisissez DCI-P3, soit vous choisissez Rec 2020, mais vous êtes sur du HDR PQ. Et HDR HLG, donc Hybrid Log Gamma, serait sur d'autres sources HDMI qui diffusent donc du HLG. Alors je sais pas s'il y a des cartes graphiques qui font du HLG, peut-être, probablement, sur du domaine du secteur pro, mais vous pouvez très bien brancher sur cet écran également une platine ou une clé qui fait du HLG. Donc voilà en gros comment ça marche avec la partie HDR, donc vous aurez eu un aperçu comme ça de ce qui est capable de faire cet écran. Alors le but du HDR, hein, quand même que ce soit bien clair pour vous, c'est d'optimiser le rendu d'une image. C'est-à-dire que si on prend cette image-ci à l'écran, en fait ce qui va se passer c'est que ici vous avez une image très fortement contrastée, vous avez une grosse source de lumière ici, et une forte ombre dans le reste de l'image. Et ce qui va se passer, c'est que le HDR en fait, permet d'optimiser l'affichage des basses lumières et des hautes lumières. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois beaucoup de détails dans les hautes lumières et beaucoup de détails dans les basses lumières, donc dans les ombres. C'est assez intéressant, ça s'appelle en fait une plage dynamique étendue. Et grâce à cette plage dynamique étendue, en fait, vous allez avoir la capacité d'avoir plus de détails en haute lumière, en basse lumière, et donc c'est quand même hyper important pour des contenus modernes, que ce soit les films ou les productions que vous pouvez visualiser ou créer. Vous pourrez comme ça avoir une image qui est beaucoup plus naturelle et surtout beaucoup plus jolie, agréable à regarder. Donc voilà, avec le HDR, vous avez ce type de capacité, et donc il faut un écran compatible HDR. Tous les écrans ne peuvent pas faire du HDR, que ce soit en termes de matériel, mais aussi en termes évidemment de support des normes HDR. Il faut le support, il faut aussi acheter des licences, et il faut évidemment être capable matériellement de l'afficher. Voilà, donc là vous avez eu un bon aperçu, je pense, des capacités HDR de cet écran. Je vous montre pas du jeu, des films et tout ça, c'est pas l'objectif. Au moins vous savez que cet écran est capable de faire du HDR. Attention, cet écran ne fait pas le Dolby Vision. Donc si vous vouliez faire du Dolby Vision, c'est pas ce type de modèle-là. Dans la gamme Asus, vous avez des écrans Dolby Vision, mais celui-là n'en est pas équipé. Dernière chose, et je remets le petit clip Windows qui tourne en boucle pour vous parler de contraste dynamique. Cet écran est capable, avec son rétroéclairage mini LED, et je vous l'ai expliqué, donc sous ces tas de petites LED ici, sa grille de LED est capable automatiquement d'atténuer des zones de l'image. Donc par exemple le bas ici qui est beaucoup plus sombre, il est capable soit d'éteindre, soit de diminuer la puissance des LED du bas pour accentuer la profondeur de noir de l'image. Et donc
même si on n'est pas sur des capacités de pilotage pixel par pixel, on peut quand même jouer ici sur l'éclairage global de la scène pour la rendre plus lumineuse en haut et moins lumineuse en bas. Sauf qu'il y a un souci majeur à ça, et je vais essayer de vous l'illustrer. C'est quelque chose, sur le coup j'ai cru au départ que je ne pourrais même pas tester cet écran tellement c'était horrible. Vous avez dans les menus un réglage pour piloter ces effets-là, et ça s'appelle ici l'atténuation dynamique. Donc moi je l'ai mis sur arrêt, et vous avez 3 niveaux d'atténuation dynamique. Donc rapide, moyen et graduel. Alors je ne sais plus quel est le niveau par défaut, on va le mettre sur moyen, juste pour vous montrer. Et je vais essayer de vous montrer ici l'icône de Chrome. Alors ça va être extrêmement compliqué, je vous ferai peut-être une photo avec mon smartphone pour que ce soit bien clair, mais vous allez voir que l'image est complètement brûlée. Et par contre, pour le reste d'une image, si vous regardez comme ça le panneau Windows, si vous allez dans un logiciel de retouche photo et tout ça, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, tout ce qui est icône, donc dès que vous allez dans les menus d'une application, il y a énormément de petits menus ici qui sont complètement brûlés, qui sont horribles à regarder, et ça dépend en plus de ce que vous affichez. Donc je vous aurais mis de toute façon, je pense, une captation de meilleure qualité que est capable de faire mon appareil ici, pour que vous vous fassiez une idée. Et donc le seul moyen d'avoir des icônes Windows correctes, eh bien, c'est d'aller désactiver ce menu-là. Donc ce menu qui se trouve tout en bas ici dans les configurations système, atténuation dynamique et arrêt. Et le problème, c'est que pour moi, il y a un souci, c'est que le seul moyen d'avoir une image correcte quand on est sous Windows, c'est d'arrêter cette atténuation dynamique. Sinon, c'est vraiment horrible à utiliser, hein. J'ai une utilisation professionnelle de mes écrans. Par exemple, j'ai des IDE, donc des outils de développement avec beaucoup d'icônes, et ça rend vraiment les menus horribles à regarder. Donc je suis obligé de mettre sur arrêt. Par contre, quand je veux éditer une image, là, je suis obligé de revenir dedans et éventuellement de mettre en moyen ou en graduel. Et donc c'est franchement pénible, parce que ça veut dire que je peux pas être sur le même profil avec dans certaines applications ce mode allumé, puis dans d'autres ce mode éteint. Et donc pour moi ça c'est sacrément problématique. C'est un mauvais pilotage du rétroéclairage dynamique. Alors ça marche probablement très bien sur des scènes globales où toute l'image remplit l'écran, donc quand vous faites de l'édition de photos, l'édition de vidéos, mais dès que vous avez des petits menus, que ce soit même des applications professionnelles comme DaVinci Resolve, où vous avez des petites icônes, il y a exactement le même effet sur ces petites icônes. Moi, c'est le genre de détails qualitatifs qui me font sortir on va dire, de l'attention que je porte à ce que je suis en train de faire, puisque le support sur lequel je travaille n'est pas en état de me fournir la meilleure image qu'il serait capable de faire. Et donc, il a fallu que je trouve comment régler ce problème-là, qui est fâcheux, c'est-à-dire qu'en fait, je n'exploite plus la technologie mini-LED, et j'ai un rétroéclairage quasiment statique, constant, en termes de luminosité. Et donc, c'est un petit peu dommage de dépenser 1000 ou 1200 euros dans un écran mini LED et d'être obligé d'arrêter les capacités qui sont spécifiques au mini LED. En tout cas, c'est ce que j'ai observé sur cet écran. J'imagine que c'est un défaut ou un problème en tout cas sur toute cette gamme d'écrans. Et je ne sais pas si on peut le contourner d'une certaine manière. En tout cas, moi j'ai trouvé ça pénalisant à partir du moment où vous avez plusieurs applications de cet écran. C'est-à-dire que non seulement vous allez dans Windows et vous avez des applications avec beaucoup de menus, beaucoup d'icônes, et en plus, vous faites de l'édition sur votre écran, donc l'édition globale, vidéo ou photo. Voilà, en tout cas, cet écran, c'en est fini pour lui, en tout cas dans mon cas de figure chez moi, malheureusement. C'est un écran que j'ai beaucoup apprécié, qui est extrêmement sympa à avoir sur le bureau, mais je le savais que c'était un espèce de test en CDD, donc il ne me reste plus qu'à le remballer, à le renvoyer à Asus, et en tout cas, j'aurais eu un bon aperçu en tout cas de la gamme ProArt d'Asus, une gamme que je trouve très équilibrée, pour des budgets qui restent raisonnables, alors raisonnables avec des gros guillemets, puisqu'évidemment, sur votre cas de figure, un écran à 1000 euros, c'est déraisonnable, mais pour un budget qui me paraît, moi, raisonnable, vous avez des écrans qui sont capables de prestations tout à fait intéressantes. Et donc, au final, quelque chose qui m'a convaincu. Alors, je dis pas que, avec les petits déboires que j'ai eus sur cet écran-là, je vais me lancer dans l'achat de l'écran qui m'intéresse moi. Personnellement, dans la gamme ProArt, il y a 2 écrans actuellement qui m'intéressent. Le modèle OLED, alors le modèle OLED qui doit être extraordinaire en termes de qualité d'image, il a lui aussi un delta E inférieur à 1, il a les mêmes caractéristiques en fait que cet écran-ci, quasiment, hein. Du coup c'est extrêmement intéressant puisqu'avec un écran OLED, je suis sûr de n'avoir aucun souci de qualité d'image. Par contre, le gros souci avec l'écran OLED, c'est que j'ai peur que il marque très rapidement, avoir
des éléments Windows, etc., qui vont rester très longtemps affichés à l'écran, qui seront marqués sur ma dalle OLED. Donc, honnêtement, moi, pour dépenser 4000 € et d'avoir un écran qui marque, ça m'inquiète beaucoup. J'ai pas les moyens de me tromper, en fait, si dans 2-3 ans l'écran est marqué, ce serait vraiment un drame financier, on va dire. Donc, je vais éviter ce type d'essai. L'autre écran qui me plaît énormément, c'est cet écran-ci. Je sais que je ne me l'achèterai jamais, il est hors de mon budget, 5200 €. C'est le même type d'écran que celui-là, mais avec 1152 zones de rétroéclairage mini LED, donc 2 fois plus précis en termes de rétroéclairage, et surtout la fréquence 120 Hz, donc qui me permettrait et de retoucher photo vidéo, et de jouer avec, puisqu'il est compatible FreeSync 2. Et donc pour moi, c'est l'écran parfait, il est Dolby Vision, HDR10, HLG, donc il est compatible avec tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer et faire du montage vidéo comme je souhaiterais le faire. Il a en fait les mêmes caractéristiques pour le reste de l'écran. Il est en plus certifié VESA Display HDR 1400, donc un petit peu mieux que celui-là qui doit être que VESA Display 1000. Donc un petit peu mieux, par contre toujours fourni avec une sonde, etc. Donc pas les modèles auto-calibrés, on va dire, d'Asus, avec la petite sonde directement dans l'écran. Voilà, en tout cas, si je devais tester ou si je devais m'intéresser à 2 écrans, les 2 qui m'intéresseraient, ce PA32 UCG-K, que je n'aurai probablement jamais, à moins que vous soyez extrêmement sympa et que vous cliquiez sur tous mes liens affiliés, mais encore, il faudrait que vous cliquiez vraiment beaucoup. Et puis l'écran OLED, je vous l'ai dit, même si j'avais le budget, je pense que je ne me lancerai pas dans l'achat de ce type d'écran. C'est quand même 4000 € pour un écran qui peut marquer. Ayant des dalles OLED et les ayant vus en fait marqués, je ne me lancerai pas là-dedans. Voilà, en tout cas, c'était mon évaluation de la gamme ProArt. Je suis très intéressé par la gamme ProArt. J'en ai vu du bon avec cet écran. Maintenant, c'est pas parfait. J'ai essayé de vous montrer les points positifs, les points négatifs de cet écran. Je suis en plein montage de cette vidéo, elle est quasiment aboutie, puisqu'il vous reste quelques minutes à regarder, même pas quelques secondes à regarder. Mais en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'étais pas assez clair sur mes conclusions pour cet écran ProArt. Donc, avant de le remettre dans sa boîte, je vous le dis très clairement, que ce soit dit dans cette vidéo. Cet écran m'a plu, mais honnêtement, si je l'avais acheté dans un magasin quelconque, 1200 €, alors en écran principal ou en configuration comme ça double écran, mais je pense qu'il n'est pas fait pour être en configuration double écran, j'aurais été clairement extrêmement déçu de cet écran. Parce que forcément, quand on dépense aussi cher dans un écran, même si je vous le redis, à 1200 € pour un écran de cette trempe, on va dire, donc cette qualité d'image avec toutes les capacités qu'il a, donc que ce soit en termes de capacité colorimétrique, support du HDR, mais aussi les profils matériels, enfin intégrés dans l'écran. Donc même s'il a beaucoup en fait de qualité, quand on met ce type de budget, on s'attend quand même à quelque chose d'exemplaire, on va dire, en termes de qualité. Et que ce soit, donc je vous l'ai dit ici avec les petites icônes, le contraste dynamique qui me paraît bizarre en termes de gestion, en tout cas qui me pose problème au quotidien, et certaines non-uniformités dans la dalle qui sont, je ne sais pas, un défaut ou non de cet écran-ci en particulier, ou de conception de l'écran, je ne sais pas. Mais en tout cas, à 1200 €, c'est très clair, je ne serais pas resté dans cette situation-là. J'aurais contacté Asus, j'aurais dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi j'ai un souci d'uniformité de dalle? Est-ce que tous vos écrans sont comme ça? Comment ça se fait que les papiers de sonde de calibration que vous m'avez fournis indiquent que la dalle est parfaite alors que moi, juste avec mes yeux, je vois qu'il y a un souci d'uniformité? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de contraste dynamique? Donc, que ce soit bien clair, c'est un très bel écran, bien construit, bien abouti, mais pas parfait. Donc, je vous ai expliqué tout ce que je trouve imparfait, et très clairement, si j'avais acheté cet écran, j'aurais peut-être retourné, j'aurais peut-être procédé dans le délai de rétractation de 15 jours, je ne sais pas, mais il y aurait probablement eu des suites, en tout cas de ma part, soit un retour, soit un contact auprès d'Asus pour comprendre exactement si c'est un défaut d'écran ou s'il y a des réglages à faire, mais je ne serais pas resté dans cette situation-là. Voilà, je voulais que ce soit bien clair pour que dans la fin de la vidéo, vous ayez une conclusion tranché sur cet écran, parce que j'avais l'impression que je restais dans un entre-deux, et pour moi c'est problématique. Donc voilà, je vous propose de regarder les quelques secondes qui restent de cette vidéo, mais au moins vous aurez eu un avis clair sur ce que je pense de cet écran. Et au moins vous aurez eu mon retour, qui n'est certes pas un professionnel de la retouche photo ou du montage vidéo, mais au moins comme ça vous aurez eu un aperçu de ce que j'ai pensé de cet écran. J'espère que ce contenu vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!